En Russie, ils ont créé le premier réacteur pour une nouvelle centrale nucléaire flottante, ils ont fait voler un hélicoptère modulaire unique avec un moteur national, et ils ont également mené un travail important lors d'une sortie extravéhiculaire. Et tout cela en une semaine. Nous allons vous donner plus de détails, ainsi qu'un exemple inspirant de notre compatriote dans l'émission d'aujourd'hui, après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot de chasseurs multifonctionnels Su-35S a été livré aux forces armées. Dans la région de Nijni Novgorod, 2 navires à passagers à grande vitesse à hydroptère Météor 120R ont été mis à l'eau. Au chantier naval et de réparation navale de Balakovo, un cargo du projet RSD-60 a été mis à l'eau. Au chantier naval de Sokol, un bateau torpédo récupérateur de torpilles a été mis à l'eau. Le premier transbordement transfrontalier de marchandises bateaux sans pilote de la Russie vers le Kazakhstan a été réalisé. Dans l'ancienne usine Toyota à Saint-Pétersbourg, la production de la première voiture de la nouvelle marque russe haut de gamme STO a été lancée. L'usine mécanique de Tchipetsk a lancé la production de composants pour les centrales nucléaires de petite puissance. À Nijni Novgorod, une usine de production de systèmes robotiques a été ouverte. Au Daghestan, une ligne de production de verre à économie d'énergie a été lancée. À Podolsk, un cycle complet de production d'un médicament oncologique vital a été lancé. Les écoliers russes ont remporté 12 médailles lors de l'Olympiade internationale ouverte de biologie. La première installation de réacteur RITEM-200S a été fabriquée à l'usine ZEO Podolsk. Elle sera bientôt installée sur le premier bloc énergétique flottant PEP 106. En fait, il s'agit d'une centrale nucléaire flottante qui peut être remorquée par voie d'eau vers n'importe quel endroit du monde où il y a un besoin en électricité, puis raccordée à l'infrastructure côtière. La Russie exploite déjà la centrale nucléaire flottante académique Lomonosov en Tchoukotka, construite sur le modèle 200S, en lent. Cependant, elle comprend 2 installations de réacteurs KLT-40S. Elles remplissent leurs fonctions, mais sont actuellement considérées comme moralement obsolètes. C'est pourquoi tous les nouveaux blocs flottants seront équipés de réacteurs RITEM-200S plus puissants et plus économiques, dont le premier a été fabriqué cette semaine. Le rythme de Sens est un véritable trésor de l'ingénierie russe, un réacteur réussi et unique en son genre qui a déjà fait ses preuves à bord de nos brise-glaces nucléaires universelles du projet 22220. Comparé au KLT-40, le rythme était 2 fois plus léger, 1,5 fois plus compact et 25 MW plus puissant. C'est pourquoi il a été décidé d'en créer une modification pour l'utiliser dans les nouvelles centrales nucléaires flottantes. Mais ce n'est pas la seule raison. Une autre modification, le rythme 200N a été créé pour une utilisation terrestre, sur sa base. Nous construisons la première centrale nucléaire de faible puissance chez nous, en Yakoutie et en Ouzbékistan, et nous avons également déjà fabriqué 2 réacteurs plus puissants, le rythme 400 pour le brise-glace nucléaire Russie en construction. Il convient de rappeler qu'aujourd'hui, personne d'autre que nous ne construit ni brise-glace nucléaire, ni centrale de petite puissance, ni bloc flottant. Dans ce domaine, la Russie maintient un leadership solide et n'a pas l'intention de s'arrêter. Aussi important que d'autres domaines, avec des directions clés. Lundi, les essais en vol de l'hélicoptère modernisé K226T ont commencé. Auparavant, il était équipé d'un moteur et d'une avionique étrangers, mais maintenant, pour la première fois, il a décollé avec le tout nouveau moteur russe, VK650 Sfin. Le VK650 FIT est le premier moteur national qui répond à une forte demande dans le segment des hélicoptères légers avec une masse au décollage allant jusqu'à 4 tonnes. Il possède une puissance accrue allant jusqu'à 750 chevaux en mode d'urgence, ainsi que de meilleures caractéristiques spécifiques. Parmi les autres avantages, on trouve la modularité de la conception et le système numérique de régulation automatique. Le moteur est capable de fonctionner à une altitude allant jusqu'à 7 km dans une plage de température de moins 55 à plus 60 degrés Celsius. Il sera installé non seulement sur le KA-226T, mais aussi sur les hélicoptères Ansat, ainsi que sur les avions d'entraînement Yak-152 et les drones lourds.
Le KA-226T lui-même mérite également une description un peu plus détaillée. Le kit de modules interchangeables permet de transformer l'hélicoptère en différentes configurations en seulement 45 minutes. Il peut être utilisé pour transport de marchandises, passagers, sanitaires, sauvetage, police. Le moteur fonctionne à altitude de mesure et à des températures élevées en degrés Celsius. Le moteur assure un fonctionnement fiable dans des conditions d'air raréfiées, une résistance aux vents latéraux forts et une grande capacité de montée. Grâce à ses dimensions compactes, l'appareil peut être utilisé sur des sites de petite taille, y compris sur des navires de faible tonnage. Outre le moteur, le K226T, qui a commencé les essais, dispose d'une avionique et de systèmes de contrôle modernisés, d'un réseau de câblage de bord mis à jour et d'autres composants de fabrication russe. Nous souhaitons aux développeurs une réussite dans la finalisation des essais et une certification rapide. En attendant, transportons-nous dans l'espace, où il y a aussi des nouvelles intéressantes. Mercredi, les cosmonautes russes, Sergei Kouzverchkov et Sergei Mikhaïev, ont effectué leur première sortie dans l'espace de l'année. Ils avaient trois tâches importantes à accomplir, ce qui leur a pris plus de 6 heures. Tout d'abord, ils ont installé sur le module Zvezda des équipements scientifiques pour l'expérience Soleil Terahertz. Son développement a duré plus de 10 ans. L'expérience elle-même est prévue pour 2 à 3 ans et vise avant tout à vérifier des hypothèses concernant les éruptions solaires dans la gamme Terahertz. Les données obtenues permettront d'étudier plus en profondeur les processus se produisant sur le Soleil et, à l'avenir, pourraient d'y servir de base à des systèmes de surveillance régulière de l'activité solaire. Deuxièmement, les cosmonautes ont démonté la cassette de l'expérience spatiale Écran N. Nous lui avons consacré tout un épisode l'année dernière, car c'est vraiment intéressant. L'installation a été créée pour faire croître dans l'espace des semi-conducteurs à base d'arsénure de gallium, un matériau nécessaire à la production de panneaux solaires, d'installations laser et de diodes électroluminescentes. À l'avenir, il sera potentiellement possible d'installer des usines entières en orbite, mais il faut d'abord confirmer la validité même de cette idée. C'est précisément à cela que travaillent actuellement nos cosmonautes. Ils ont extrait une nouvelle cassette avec des substrats et les transmettront aux spécialistes sur Terre pour étude. Troisièmement, lors des travaux à l'extérieur de l'ISS, un conteneur d'équipement de l'expérience Bioregister a été extraite. Il contient des micro-organismes vivants qui ont passé 4 ans et 8 mois dans l'espace. En étudiant leur état et leur capacité à résister aux conditions environnementales agressives, les scientifiques cherchent des moyens de protéger l'homme lors de futurs longs voyages vers d'autres planètes. L'expérience dure déjà depuis 20 ans et mercredi, le dernier conteneur contenant des bactéries a été extrait. Il convient d'ajouter que toute sortie dans l'espace est toujours une opération complexe et difficile, soigneusement planifiée, nécessitant une longue préparation. Nos cosmonautes s'en sont parfaitement sortis. Avouez que ce n'est pas mal pour une seule semaine, et pourtant nous n'avons parlé que des événements les plus marquants. Ensuite, l'annonce et l'histoire du héros. En 1861, la célèbre guerre civile entre le Nord et le Sud a éclaté en Amérique. Le Sud était acculé à cause du blocus et du manque de ressources, et a donc accompli des prouesses d'innovation militaire et de souplesse que les contemporains vantent encore aujourd'hui. Et le général Lee a fait preuve d'un talent tactique, infligeant au Nord des défaites douloureuses, surtout d'un point de vue médiatique. Cependant, cela a coûté d'énormes pertes à son camp. Le Nord, quant à lui, combattait d'abord de manière peu efficace, et cela surprenait beaucoup de gens. Quand allons-nous enfin commencer à vraiment battre les sudistes ? Les problèmes avec le haut commandement et une prudence excessive ont gêné. Mais il est arrivé un moment où il est devenu politiquement impossible de prolonger la guerre d'une année supplémentaire. Le peuple était lassé d'attendre et de subir l'inflation et la hausse des impôts. Alors, le Nord est passé à une tactique plus résolue et, bien que cela ait coûté de lourdes pertes, il a remporté la victoire. Cette leçon d'histoire nous parle, à nous, du fait que même au cours d'une guerre décisive, le véritable tournant survient lorsque la partie disposant de plus de ressources se retrouve acculée et commence à prendre des décisions qu'elle évitait auparavant. Où se situe aujourd'hui la Russie dans ce modèle et l'Ukraine ? Qui est déjà dos au mur et que va-t-il se passer ?
Pourquoi la normalisation des relations entre la Russie et l'Europe n'interviendra-t-elle qu'au début des années 2030 sans qu'une grande guerre ouverte n'éclate d'ici là? J'aborde ce sujet ainsi que la raison pour laquelle l'autonomie stratégique à laquelle rêvent actuellement de nombreux pays dans le monde est inatteignable dans le nouvel épisode de mon émission analytique 3 points sur sponsor.aru. Super. Passons maintenant au héros. Le 20 mai, le Russe Roustam Nabiyev est devenu la première personne de l'histoire à avoir conquis l'Everest sans jambes. Il a gravi le plus haut sommet du monde, seul et uniquement à la force de ses bras. Roustam a perdu ses jambes en 2015 lors de l'effondrement d'une caserne à Omsk. Pendant 7 heures, il est resté sous les décombres et a écouté ses camarades mourir. Roustam a été sorti en dernier. Les médecins ont eu du mal à lui sauver le bras, mais ils n'ont pas pu sauver ses jambes. Ensuite, il y a eu une longue lutte pour la vie, 2 morts cliniques, et lorsque la menace est passée, le plus difficile a commencé. Se retrouver dans de nouvelles circonstances. Roustam a choisi l'alpinisme. À la force des bras, il a conquis l'Elbrus, puis son premier sommet de plus de 8000 mètres, le Manaslu, ensuite le Kazbek, le Kilimandjaro et l'Aconcagua. L'Everest, quant à lui, restait un rêve. On a tenté longtemps de le dissuader, mais il y est allé quand même. Pour se prouver à lui-même et aux autres personnes confrontées à des situations difficiles que la volonté de vivre brise tous les obstacles. Et il l'a prouvé. Roustam Nabiyev est aujourd'hui père de 3 enfants. Son épouse Indira, qu'il a rencontrée 5 ans avant la tragédie à Omsk, ne l'a pas quitté pendant cette période difficile. Et c'est aussi un exploit d'amour et de fidélité. Bravo pour cette réussite, nous vous souhaitons d'autres victoires.